Bonjour, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle Xbox, Surface et Microsoft. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Lifetile, c'est l'épisode 163 et nous sommes le jeudi 10 octobre 2019. J'ai la chance d'avoir avec moi Cassim ce soir. Bonjour Cassim. Bonjour, ça va? Bien et toi? Oh, ça va. Un peu fatigué de ma semaine Surface, mais ça va. C'est ça, tu as été fort invité, interviewé, tu as beaucoup réagi. J'ai fait le On tour t'a des entendu plateaux. beaucoup dans le monde podcastique. Oui, c'est vrai. Tu étais une star cette semaine. Oh, bah, oui, au moins, c'est le Au mot. moins. C'est ça. Alors, Cassim, nous ne sommes que tous les deux ce soir pour un petit épisode en tête-à-tête. Alors, je te propose de commencer immédiatement cet épisode. Allez, alors première information, il y a eu beaucoup d'annonces chez Microsoft, notamment à propos de départ, de mouvement de personnes. Et on va commencer à parler d'une première personne qui était importante plutôt dans le monde Microsoft Windows, c'est Donna Sarkar. Alors Donna Sarkar, vous l'entendez dans ce jingle. Bonjour mes amis, I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love Donna. Et Donna est la personne qui a remplacé Gable à la tête du programme Insider. Est-ce que Cassim, tu peux nous rappeler en quelques mots en quoi consiste le programme Insider, s'il te plaît? Tout à fait. En plus, il a évolué quand même pas mal, le programme Insider, justement. C'est vrai. À l'origine, il avait été annoncé, et je crois qu'il a fêté récemment, c'est 5 ans? Ouais. Ça devait être 2014, peut-être même ouais. 5-6 ans, ouais. Quelque chose comme ça. Flobo serait là, il l'aurait dit. Je pensais au programme en tout cas de Windows 10 spécifiquement. C'est donc ce programme qui permet à des utilisateurs de Windows 10, donc soit peut-être des entreprises, des fans, des gens intéressés en tout cas pour tester en avance les nouvelles versions de Windows. Et ça leur permet de donner des retours à Microsoft, de tester essayer de trouver les bugs, tester les nouveautés, se préparer par exemple si tu es développeur, peut-être adapter ton application en avance par rapport à une future mise à jour. Et ce programme, je l'avais dit, il a évolué parce que maintenant, tu as un programme Insider pour Windows 10, mais tu en as un pour la Xbox, tu en as un pour à peu près toutes les applications, je crois, de Microsoft, sur Android ou iOS. Bêta, les programmes bêta, ouais. Oui, les programmes preview, mais du coup, souvent, ils élargissent le programme Insider, ils considèrent que tout fait partie un peu sous l'ombrelle Insider, j'ai l'impression, chez eux. Et donc, c'était effectivement Gable qui avait lancé le truc à la base, et ça avait été repris par Donna Sarkar il y a quelques années. Et elle avait vraiment donné un ton plus généraliste au programme Insider, essayer de le rendre plus accessible et je pense plus divertissant pour les gens, peut-être un peu moins technique. En tout cas, c'est comme ça que beaucoup de monde l'ont ressenti, parce que tu avais plus d'événements. Elle a essayé de faire plus d'événements à travers le monde pour essayer de réunir les fans de Windows et essayer de créer de l'événementiel autour de Insider et de créer vraiment une image de marque avec le fameux chat ninja, par exemple, ce genre d'éléments, quoi. Et par contre, les éléments techniques, le côté peut-être un petit peu moins approfondi qu'à l'époque de Gable, où Gable, des fois, détaillait très précisément, techniquement, ce que Microsoft était en train de faire pour Windows 10. Après, je ne saurais pas dire si c'est vraiment un changement de direction par Donna Sarkar ou si c'est tout simplement parce que Gable les était là. instructions étaient différentes, ouais. Peut-être les instructions étaient différentes, puis Gable était là au début de Windows 10 quand il y avait les fondations justement qui étaient en train de retravailler et qui demandaient peut-être plus d'explications. Maintenant que le système est quand même bien rodé et que les mises à jour, on le voit quand même, contiennent peut-être moins de nouveautés par rapport à avant, il y a peut-être moins de choses aussi à dire, et donc c'est peut-être plus intéressant de créer autre chose autour du programme Insider, ce qu'elle faisait, je pense, bien sur ces sujets-là. Okay. En tout cas, du coup, elle quitte le programme, mais elle quitte pas Microsoft. Et non, elle va s'envoler. Exactement, comme Mary Poppins, un peu. Elle a pris son parapluie et elle va dans les nuages. Puisqu'elle va... le cloud sur Azure. Voilà, elle rejoint Azure. Je
Disons que c'est un peu l'équivalent du CDI chez Microsoft, je pense que c'est une fois que tu es dans la division Azure, tu es en sécurité, quoi. C'est ça. Ouais, il y a peu de chances quand même que tu te fasses licencier si tu bosses chez Azure. C'est quand même un domaine qui a le vent en poupe. Chez Microsoft. Mais par contre, du coup, Chez ça veut dire Microsoft, oui. qu'il n'y a pas de remplaçant, par contre, à la tête du programme Insider pour le moment. Je crois qu'on avait demandé à Flobo de postuler, non, pour prendre la tête du programme Insider. Tout à C'était fait. une idée. Notre camarade Flobo qui n'est pas là ce soir, mais je pense qu'il a intérêt à postuler. Ce serait le meilleur moyen, je pense, pour détecter les bugs le plus rapidement possible, puisque C'est là, clair. il y a presque. Après, ce serait peut-être trop Il n'y a même puissant. plus besoin d'Insider. C'est ça, il y aurait peut-être plus besoin du programme Insider, en fait, et là, ça risque d'être problématique, quoi. Du coup, pour l'instant, je ne me rappelle plus de son nom, mais il y a quelqu'un qui va faire, C'est ça. il y a quelqu'un qui va faire l'intérim en attendant le remplaçant définitif ou la remplaçante définitive de Donna Sarkar. Mais donc il y a quelqu'un en intérim, mais pour l'instant le poste est vacant. Donc ça, par contre, j'ai trouvé ça un peu étrange d'annoncer Étonnant, ouais. un départ comme ça sans avoir déjà prévu le remplaçant. Ça donne l'impression que le départ a été fait un peu soit précipitamment, soit que le poste de chef du programme Insider n'intéresse pas forcément énormément de monde Beaucoup en de monde, interne. ouais. C'est ça. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, on verra bien ce qu'il en est, on verra comment ça évolue par la suite. On peut que spéculer, on ne sait pas. Après, on ne sait pas en vrai ce qui s'est Non, passé on en ne sait pas interne. encore. Alors là, on parle d'un départ, d'une mutation, en tout cas, d'un changement de service à l'intérieur de chez Microsoft. Si on passe en France, on repartira aux États-Unis tout à l'heure. En France, on a l'arrivée d'une personne, d'une dame qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Ina Gelberg, au poste de responsable de Xbox France. Alors, ouais, tout à fait. qui est cette personne et qu'est-ce qu'on peut en apprécier de l'arrivée de cette dame? Alors, je connais moins l'organigramme de Microsoft France, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle travaillait déjà dans la maison Xbox France depuis plusieurs années avec Oui. Hugo Ouvra, qui était l'ancien directeur de Xbox France. D'accord. Et donc, en fait, elle le remplace donc à la tête de Xbox France. Lui, il a quitté l'entreprise, il me semble. Et la raison pour laquelle je voulais principalement mentionner cette nomination, bon, en dehors du fait que c'est une nomination importante quand même, c'est Oui. un poste clé enfin, c'est la tête d'une division, même si c'est la division locale française, c'est quand même la tête d'une division. Et le fait que je voulais le mentionner, c'est aussi parce que c'est quand même une femme et que le jeu vidéo manque cruellement encore, le domaine du jeu vidéo manque encore cruellement de profils féminin important, de poste clé, voilà, comme ça, justement, de patron de division, patronne de division, du coup. On en a quelques-unes, mais ça manque toujours, et c'est important, c'est le genre de nominations qui sont importantes pour faire avancer, justement, je pense, le droit des femmes, en fait, dans le milieu. En plus, c'est un sujet, quand même, qui est assez important et qui est devenu vraiment important au cours des dernières années dans le domaine du jeu vidéo en particulier, et dans plein de domaines évidemment, mais celui du jeu vidéo a connu son scandale avec le Gamergate en fait ces dernières années. Oui. Et bon, voilà, on va pas forcément revenir sur ce sujet en détail, mais du coup, je voulais mentionner. Je pense que c'est important. Après, je veux pas la résumer juste au fait que c'est une femme par ailleurs. Hein. Comme j'ai dit, elle travaille au sein de Xbox France quand même depuis plusieurs années. C'est elle qui avait, sous sa tutelle, enfin déjà avec sa participation en tout cas, que Xbox avait lancé en France des programmes d'accessibilité avec leur manette adaptative. Ils ont créé. Je dis pas que la manette adaptative a été créée en France, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a vraiment. C'était aussi. C'est Xbox France qui a travaillé ici en partie. Ouais, en tout cas, Xbox France a vraiment travaillé le sujet de l'accessibilité du jeu vidéo avant même que la manette accessible soit annoncée. C'est ça que je voulais dire. Donc c'était vraiment un sujet déjà important de leur part, et c'est un truc sur lequel elle a participé, par exemple. Ok. Alors moi j'avais une question, Cassim, pas en lien avec cette dame, avec Ina Gelberg, mais je me demandais quel est le pouvoir d'une division de Xbox qui n'est pas la division Corp. Qu'est-ce que Xbox France en fait a comme pouvoir? Alors à l'époque on avait Xbox qui s'occupait de tout ce qui était musique. Xbox France la Xbox Music était gérée en France. Je me demande voilà que
peut proposer Xbox France? Est-ce qu'ils vont avoir des contacts avec des studios en France ou en Europe? Voilà, quel est vraiment leur rôle? Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ou c'est hors de ton champ de compétences? Je peux en parler un peu. Après, c'est pas, enfin, je suis pas Pas ta spécialisé. spécialité. Oui, je suis pas spécialisé. Je pourrais pas te dire précisément dans les détails vraiment la différence entre le champ de compétences de Xbox en général et Xbox France précisément. Mais effectivement, je peux déjà te dire que ils ont au moins la main. Alors oui, ils vont peut-être pas concevoir c'est pas eux qui conçoivent la prochaine Xbox par exemple ou ce genre de choses, mais ils vont C'est au pas moins étonnant. avoir la main sur déjà la stratégie de communication en France pour commercialiser la console. Ils vont Oui. avoir la main d'une manière générale, ou en tout cas leur mot à dire, j'imagine, sur des stratégies de distribution, de communication autour du produit, de justement peut-être créer un programme, par exemple, d'accessibilité ou aller faire les fans, créer un fan festival, par exemple, organiser la participation de Xbox à la Paris Game Week ou ce genre d'événement, Ouais. Créer par par exemple exemple. la Microsoft House of Fun? Ah non, pardon. Joke. Du coup, oui, donc la Paris Game Week, d'ailleurs, à laquelle elle sera présente. Et après, que tu le disais, c'est aussi créer des liens avec, en dehors des joueurs, de créer des liens avec les éditeurs, les distributeurs et les développeurs. Et D'accord. ça, en France, c'est particulièrement important parce qu'on a en France un vrai savoir-faire dans le jeu vidéo. On a tendance à l'oublier, mais déjà Ubisoft, par exemple, c'est un éditeur français. Oui. Mais il y a aussi les gens de chez Dontnod, enfin il y en a plein, il y a Asobo, tout ça qui est. Asobo, c'est ceux qui font Flight Simulator, ils sont à Bordeaux. Dontnod, ils sont à Lyon. De mémoire, c'est ceux qui font Life is Strange D'accord. et Vampire. Enfin, il y a vraiment. Et il y a plusieurs studios. Ubisoft, ils ont plusieurs studios. Rayman, c'est français. Beyond Good and Evil, c'est en partie français. Enfin, donc on a Il y vraiment a quand beaucoup. même un savoir-faire ici, ouais, dans Un vrai l'Hexagone. savoir-faire. Et un savoir-faire qui est reconnu à l'international en plus, quoi. C'est pas des jeux, par exemple, qui marcheraient que en France. C'est pas une sorte d'exception culturelle française ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est D'accord. un poste important, mine de rien, je pense. Surtout qu'on arrive, comme on le dit presque dans chaque émission maintenant, mais on arrive à l'arrivée d'une nouvelle génération Et oui. de Xbox. Donc elle va avoir un sacré boulot là dans les 12 mois à venir pour lancer xCloud et lancer la prochaine Xbox, quoi, en C'est France. ça, la petite Scarlett. Ok. Merci beaucoup, Cassim. Alors, on parlait d'arrivée sur Xbox France. Cette fois-ci, je vous propose de parler d'un départ de Xbox Corp. Cette fois-ci, Cassim, on a un ancien, peut-être quelqu'un qui est là depuis le début chez Xbox Corp, qui a annoncé qu'il quittait le navire. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu qu'il partait pour une autre boîte. Je ne sais pas s'il partait pour prendre sa retraite, pour profiter de ses rentes, ou est-ce que justement il part à la concurrence ou faire autre chose, je ne sais pas, développer des chars à voile sur les plages bretonnes. Alors, Est-ce que tu peux nous dire qui c'est et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on sait juste qu'il a une nouvelle aventure, mais on ne sait pas encore le détail. Je pense qu'il faut attendre qu'il ait officiellement quitté Microsoft. J'imagine que l'annonce, c'est peut-être pas le jour même où il quitte vraiment la boîte, Oui. que ça a été annoncé en avance. Et donc, on ne sait pas encore ce qu'il va faire par la suite après l'aventure Xbox. C'est Mike Ibarra, du coup, qui était en charge de la plateforme Xbox, en fait. Donc ça veut dire que, par exemple, si je ne me trompe pas, c'est lui qui était derrière la création du Game Pass, c'était lui qui était en charge de l'interface du système. D'accord. C'est ce genre d'élément. Il n'avait pas forcément la main sur des jeux vidéo, il n'avait pas la main sur la conception de la console en elle-même, mais c'est vraiment ce qu'il y a autour, par exemple le Game Pass, le Xbox Live Gold, l'interface de la console, voilà, les applications Android et iOS, on comprend un peu. C'est tout ce que tu utilises finalement au quotidien, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez simple, à mon sens. Ah si, il est très important, il était vice-président, corporate vice-président, directement, il D'accord. était directement sous Phil Spencer, Thierry Myers, Phil Spencer. le patron de Xbox. Ouais. Donc il a vraiment un Ok. poste important. Et oui, et Mixer, j'ai oublié dans ses Ah oui, c'est vrai. postes. Dans ses fonctions, dans ses attributions. Mais du coup, on ne sait pas qui le remplace d'ailleurs aussi. Donc ça, c'est un peu aussi problématique, on verra bien. Et c'est un peu inquiétant, mais faut pas non plus paniquer sur le fait que tu l'as dit, c'est quand même des choses auxquelles on touche quotidiennement.
Et il y a la prochaine Xbox qui arrive, comme on l'a dit, il y a xCloud qui arrive. Et donc j'espère que le changement d'un poste aussi important va pas avoir des effets sur le développement de la console. Ouais, ou du service xCloud, ouais. Après, faut pas, voilà, Non. ça arrive tous les jours. Je pense que là, il doit y avoir du monde qui est prêt à prendre la place. Je fais l'hypothèse qu'il y a du monde, il y a peut-être beaucoup de choix et peut-être que là, il faut faire le tri entre les différents candidats. D'autant que pour contrebalancer un peu mes propos un peu de crainte, chez Sony, c'est pas beaucoup mieux. Enfin, dans le camp PlayStation, les départs se succèdent en ce moment, ouais, se multiplient. Il y a en plus pas une campagne, il y a eu une annonce de suppression d'emplois, enfin, je crois c'est pour Sony Europe de mémoire, Sony Entertainment Europe qui va licencier des postes. Donc bref, le PlayStation, c'est un peu bizarre aussi ce qui est en train de se passer du côté PlayStation. C'est peut-être tout simplement le fait que le changement de génération provoque une sorte de mercato et que les gens changent de poste, en profitent pour quitter l'entreprise parce qu'ils ont atteint un peu, enfin, ils ont besoin ils veulent renouveler leur créativité avec une nouvelle. Ouais, non, mais ils ont besoin de voir autre chose, de changer d'air, hein, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà, faut pas forcément paniquer non plus avec cette annonce-là, quoi. Okay. Mais au contraire, ça peut être l'annonce d'une nouvelle personne qui arrive et qui. D'un nouveau départ. Voilà, d'un nouveau départ et donc toute nouvelle interface, toute nouvelle philosophie. Design, nouvelle fonctionnalité, le pied. Ok. Ok, merci Cassim. Allez, donc on a fini avec les mouvements de personnel. Je vous propose de retourner une semaine en arrière et de revenir faire un petit peu le point sur la conférence Surface. Cassim, on a débriefé avec toi la semaine dernière tous ces nouveaux appareils. Tu en as beaucoup parlé dans les différents podcasts où tu as été invité. Les journaux en ont beaucoup parlé aussi, les journaux tech notamment. Est-ce qu'on pourrait refaire un petit point sur l'accueil qu'a eu cette conférence Surface au niveau des médias, du grand public. Et puis, on reparlera d'autres éléments, d'autres devices en particulier. Donc, cet accueil, comment elle a été accueillie, cette conférence Surface, par les médias? Je pense qu'il y a eu... Alors, le premier élément, je pense, c'est la surprise. Vraiment, il y a beaucoup de surprises, parce que je pense que nous, on est habitués à suivre Microsoft de près, on est habitués à être surpris par certaines annonces, des fois, de savoir qu'ils vont essayer de nous préparer des trucs, puis on suit vraiment, tu vois, Andromeda, on avait suivi ça à travers plusieurs épisodes, Centaurus aussi, donc dès qu'ils annoncent, dès que tu vois le produit arriver, tu sais, ah, ça c'est ce projet-là, ça c'est ce truc-là, quoi. Tu fais le lien assez rapidement. Pour quelqu'un qui ne suit pas du tout l'actualité Microsoft, et c'est le cas de beaucoup de gens parce que Microsoft était devenu assez chiant. Alors déjà, d'une manière générale, Microsoft était devenu assez chiant au moment où l'iPhone et Android sont arrivés, et, où Google et Apple ont gagné toute la hype. Oui. Et en plus, nous, de notre côté, on avait bien aimé suivre tout ce qui était Windows Phone et compagnie. Mais après ça, même nous, on a eu un peu le désert d'annonces quand certains produits grand public ont fermé et que Microsoft s'est tourné vers l'entreprise. C'est encore plus vrai pour quelqu'un Nous, on est resté en étant fan et en étant, tu vois, proche du truc. Pour quelqu'un qui n'était pas proche, c'est forcément encore moins intéressant. C'est un monde qui s'éloigne, ouais. Ouais, voilà, donc c'est forcément encore moins intéressant à suivre. Donc je pense que d'abord, il y a eu beaucoup de surprises de voir Microsoft. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as pas suivi les derniers épisodes et que d'un coup là oui. ça te remet à jour, quoi. C'est d'accord. Ils font tout dans la tête d'un coup. Ouais, c'est ça. Ah, ils font un PC portable. Ah, il s'appelle le Surface Laptop. Ah, ils font une tablette aussi. Oh, ils font une tablette avec des bordures amaigries. Oh là là. Oh mon Dieu, mais ils font aussi un smartphone. Donc c'était, je pense. Oh, sous Android. Voilà. Ils savent. Et puis je pense qu'il y a vraiment eu une maîtrise pour le coup de Panos Panay de la présentation qui a aussi bien marché, j'ai l'impression, chez les gens, même si unanimement, l'introduction de la conférence avec la fille de Panos Panay a été peut-être un peu longue et étrange. Oui, tout à fait. Il a voulu placer son analogie, mais... Ouais, son côté artistique, un peu too much. Voilà, mais je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Mais, ouais. Mais du coup, je pense que c'était vraiment la surprise, le maître mot, je pense, de cette annonce. Et je pense que les gens ont été bluffés vraiment de voir une entreprise présenter un produit, alors qu'il sortira que dans 1 an, mais aussi abouti en termes de réflexion sur le design et sur le logiciel, en fait.
Alors toi, tu parles du Duo ou du Neo? Parce que finalement, bon, ils se ressemblent, ils sont complémentaires, mais tu es Là, plutôt je sur parle. Neo quand même, je pense. Alors, ouais, je parlais vraiment. Là, je pensais peut-être plus à Neo. Je pensais en fait aux deux après, parce que ce qui est intéressant, c'est justement que même s'ils n'ont pas le même système, ils ont la même philosophie derrière de design et de logiciel avec ces applications qui s'étendent sur les deux écrans ou qui, au contraire, tu mets une application sur chaque écran ou voilà, tu essaies de jouer un peu avec le design de l'appareil. Et ça, pour le coup, ils ont essayé de faire quelque chose qui est assez transversal, j'ai l'impression, entre les deux appareils. Clairement, c'est les deux trucs que les gens ont retenus. Je dirais que le top 3 de la conférence, c'est Surface Duo, Surface Neo et Surface Pro X, quoi. Le reste des annonces, les AirBuds, Pardon. les AirBuds, la Pro 7 et le laptop 3, même si, même si le laptop 3, par exemple, intègre la puce AMD, Ah ouais. machin, je pense pas que c'est retenu beaucoup l'intention. D'ailleurs, ce qui me fait toujours rire, c'est pour le PC portable de Microsoft, les gens continuent à te dire une fois sur deux sur Facebook ou Surface C'est pas Laptop. le même, ils ont pas compris les gens. C'est pas tant que c'est pas le même, c'est juste qu'instinctivement, un PC portable ça s'appelle un book. Tu vois, je pense pas que ce Ouais. soit confondre les deux. Je pense que c'est vraiment l'idée. Attends, il y a le MacBook, celui de Microsoft, il s'appelle donc le Surface Book, c'est logique. Non, il s'appelle le Surface Laptop. Ah. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, mais le Surface Book est arrivé bien avant le Surface Laptop, et donc Ouais, on ouais. avait un ordinateur portable qui faisait fonctionnalité tablette. Ils auraient peut-être dû C'était appeler l'idée. ça les sur Facebook et sur Facebook Pro, ou, je ne sais pas. Enfin, en fait, Je sais pas. encore une fois, bah, tu vois, c'est là où j'illustre bien le côté. Nous, on suit Microsoft, on connaît les Oui, produits, et c'est oui, évident pour nous la différence entre les deux. bien sûr, Il y a zéro doute dans notre esprit, quoi. c'est clair. Pour d'autres gens qui suivent moins les produits, c'est un peu plus compliqué de savoir la différence entre un laptop et un book comme Mais non, mais ça. c'est sûr, c'est sûr. Ben, quand tu vois le Surface Book avec et son clavier et son écran, ça fait vraiment ordinateur laptop, quoi. Et tu comprends assez facilement que les gens puissent confondre, dire tiens, c'est bizarre, il y a deux ordinateurs portables chez Microsoft, quoi, deux différents. Ouais, ouais. Ah, enfin bon, Mais en tout voilà. cas, voilà. Mais c'est ouais, sur la réception, je pense que c'est vraiment la surprise et être bluffé, quoi. Je pense quand même. Enfin, effectivement, les gens ont été assez impressionnés. J'ai vu que quelques journalistes pas être contents. Ah ouais? Ouais, Ben, non, on mais veut des noms, je veux des noms. Connard. Même Piqué et euh, Bloc, je suis sûr qu'ils ont été contents. j'ai pas, Même eux, pourtant. j'ai pas noté. Oh, Je tu veux me pas te rappelle- fâcher avec les collègues. Alors, je vais pas me fâcher avec les collègues. Non, surtout, j'ai. Comment il s'appelle? Après, ça, je l'ai tweeté. Donc, c'est notamment Joshua Topolsky, Ouais, qui est ça va, je le un, connais. qui est un journaliste américain assez réputé parce qu'il est passé notamment par The Verge et Bloomberg. Donc, Ouais. qui sont Donc, pour des. Apple. Et Pardon. qui, effectivement, je trouve, illustre un peu sa préférence. Enfin, en gros, lui, il estime que le Surface Duo, c'est un vaporware. Donc, c'est le nom qu'on donne à des produits qui sont bluffants en démo, enfin, même qui sont juste présentés en général sans être jamais commercialisés. Et ça Des consiste. protos, quoi, hein, des bons protos. Ouais, en général, c'est même plutôt des trucs qui restent à l'état de vidéo concept et que tu ne vois Ouais. jamais, dont tu vois jamais le jour, quoi. C'est un peu comme si HoloLens, on s'était arrêté à la première vidéo de présentation d'HoloLens D'accord. et qu'on n'avait jamais vu le produit, quoi. Allez, on C'est l'a un peu, vu, on l'a même eu sur la tête. c'est un peu cette Ouais. idée-là. Donc lui, pour lui, c'est un vaporware. Il n'y a pas assez de caractéristiques connues. Il n'y a même pas de date de sortie précise. Et les encoches, les bordures sont beaucoup trop grandes pour lui, d'après lui, autour des Ben, il écrans. l'achètera pas, et puis c'est tout. Et puis, il y a déjà des fabricants de smartphones qui ont fait des smartphones à deux écrans. Donc, voilà. Très bien. Eh ben, écoute, on est content pour ce monsieur, Joshua Topolsky, et puis qui reste sur iPhone si c'est ce qu'il aime. Voilà. Mais c'est vraiment la seule personne que j'ai vu râler un peu Donc, sur l'idée, enfin, et remettre en cause l'idée que Microsoft pourrait ne pas sortir le produit. Ce que je trouve je trouve ça assez fou l'idée que. ça ouais. Alors, Ils l'ont présenté, maintenant ils se sont engagés. c'est-à-dire S'ils que sortaient pas, je peux c'est pas la dire à fiche schéma. 100%, c'est sûr que le produit sortira parce que tu sais jamais ce qui peut se passer en un an et tu sais jamais le truc qui peut arriver et qui fait qu'un truc est annulé. Cela étant dit, il y a 99,9% maintenant qu'ils l'ont annoncé, effectivement. Enfin, je C'est trouve que ça. maintenant qu'ils l'ont annoncé, enfin, l'image de marque de Microsoft s'ils annulent le produit, quoi.
Ah ben là, ils sont descendre en flèche par tout le monde, là. Et ça serait mérité sur ce coup-là. Mais moi, j'y crois pas. Enfin, je pense qu'ils vont le sortir, ce Voilà. produit. Même Je s'ils pense en que vendent pas 15 000. Puis connaissant, de ce qu'on a compris de la personnalité de Satya Nadella, quand même, je le vois mal donner le feu vert pour un truc qui sortirait pas, quoi. C'est clair. C'est clair. Surtout donner le feu vert pour la présentation publique sur un Ouais. gros événement. Ouais, j'y crois pas On trop. est d'accord. Cassim, on parlait du Surface Duo, donc le petit qui est pas si petit d'ailleurs, ce téléphone pliable à 2 écrans qui tourne sous Android. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations dessus, effectivement, comme disait Joshua Topolsky. Mais, est-ce qu'on n'a pas des informations de Microsoft sur qu'est-ce qui pourra tourner, comment ça pourra tourner, ou est-ce qu'il va falloir, tu crois qu'on attend la build là, pour que les développeurs commencent à pouvoir se saisir de l'engin, et peut-être qu'ils aient un SDK pour développer pour cet engin? Il y a des petites bribes d'informations qui sont publiées petit à petit, mais honnêtement, rien d'assez concret, je trouve, en tout cas pour être intéressant. Il y avait un brevet qui a été publié, par exemple, concernant le fonctionnement de la caméra, mais c'est quelque chose qu'on avait assez bien compris, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y aurait donc pas de caméra au dos du téléphone, mais entre guillemets, Et où est son dos oui, voilà, où est son dos. La caméra, en fait, elle serait au-dessus d'un des 2 écrans et tu pourrais tout simplement tourner l'écran à 360 degrés pour la transformer en caméra dorsale. La question étant, quelle sera la qualité de cet appareil photo, quoi. Parce que Après, si tu n'as qu'une caméra, ils peuvent très bien faire l'effort de mettre une bonne caméra pour une fois en façade. Oui. Moi, c'est vraiment le gros point d'intégration. Je ne sais pas si je l'avais dit la semaine dernière, mais c'est le gros point d'intégration que je mets sur ce produit parce que si tu en avais parlé. Voilà, parce que c'est compliqué de concevoir un bon appareil photo. Donc on verra bien s'ils y arrivent. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai peut-être un trou de mémoire sur ce qui avait été annoncé, mais notamment sur les applications. Oui, c'est surtout ça, moi, qui m'intéressait. Ouais. Donc on sait qu'il y a Android, on sait qu'il y a le Play Store. Il y en a qui se demandaient est-ce qu'il y aura une couche au-dessus développée par Microsoft avec éventuellement les applications peut-être Windows 10 X. Et ça, pour l'instant, il y en a qui en parlent, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas forcément bien. Enfin, j'ai vu un site en parler, mais mettre un peu les pieds un peu se prendre les pieds dans le tapis, quoi. Il y a, je crois, attends, il faut que je retrouve. Hop. C'est l'idée qu'on pourra bientôt coder en Java en fait des applications UWP. Et les applications UWP de Windows 10, en fait, le code Java, c'est un code qui est beaucoup utilisé sur Android, en fait. Donc, de cette idée est né le fait qu'on pourra potentiellement peut-être créer des applications pour Android, mais pour l'instant, c'est vraiment trop tôt pour en parler. Et c'est vraiment pas. L'info est vraiment trop maigre, en fait, pour vraiment en conclure là-dessus. Je pense qu'il faudra attendre plutôt la build et des informations officielles de Microsoft pour vraiment en parler. Mais vraiment pas. Mais par contre, les fans. Ce qui était marrant, c'était vraiment la réaction des fans à l'annonce du Surface Duo. Ah oui. Qui ont créé une pétition sur Internet pour demander à ce que la Surface Duo ne tourne pas demander à Microsoft que la Surface Duo ne tourne pas sur Android, ou en tout cas au moins proposer une version de la Surface Duo sous Windows 10. Et là, on sent les 50 fans qui n'ont pas encore lâché Windows Phone. Et qui veulent absolument, qui n'ont pas lâché l'idée que Microsoft allait passer à autre chose que Windows Phone et qui veulent absolument leur Windows mobile, leur Surface Phone sous Windows Phone, quoi. Malheureusement, ça ne va pas. Sinon, il faudrait que ce soit un appareil qui ait le bootloader d'ouvert et que les gens puissent installer Windows 10 si jamais ils en sentent un besoin irrépressible. Mais le problème, non, si tu as un Windows sur lequel tu peux tout mettre, effectivement, tu as toutes les applications, tu as tous les programmes que tu peux imaginer. Sinon, tu es obligé d'avoir les applications Android et le choix de Microsoft me semble être le plus pertinent et le plus léger sûrement à mettre en place. C'est ça, en fait, en plus, là, je viens de penser à un truc tout simple, c'est que le Surface Duo, il tourne sur une plateforme ARM comme tous les smartphones Android. Et pas sur un processeur Intel, et que Windows 10 X, donc l'OS de Surface Neo, il est en Intel. Et ils ont bien insisté sur le fait qu'il ne sera proposé qu'avec des processeurs Intel pour le moment. Il n'y a pas de version ARM ou de Windows 10 ARM X, par exemple. Oui. Il n'existe pas. Et donc, ce serait pas possible.
sauf une grosse adaptation, a priori, ça ne serait pas possible d'installer cette version de Windows 10 pensée pour des tablettes sur le petit Surface Duo, petit, en tout cas avec un écran plus petit que le Surface Neo. Oui. Ouais. Ok. Bon. Je pense qu'on a fait le tour sur ce retour de l'événement Surface. Moi, je te propose de laisser tout ça de côté et puis de passer à la Xbox. Alors, on a eu quelques nouveautés qui ont été annoncées, Cassim, je crois, dans le Game Pass. Donc, le Game Pass, c'est l'abonnement que vous pouvez prendre auprès de Microsoft, qui vous donne accès à un catalogue de 200 jeux. Je crois que maintenant, on a 200 jeux qui sont accessibles pour certains uniquement sur Xbox, pour certains uniquement sur PC, et pour un certain nombre d'entre eux sur les deux plateformes. Donc, c'est quand même un truc assez sympa et qui coûte 9,99 je crois par mois. Et pour l'instant, je parle bien que du Game Pass sans le Game Pass Ultimate. Ça, c'est pour ajouter les fonctions de Xbox Live Gold. Alors, Cassim, je te donne la parole. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Game Pass qui arrive ce mois-ci ? Ouais, alors déjà, avant que j'oublie, il y a dans ce mois-ci, il y a la possibilité d'acheter des boîtes de Kellogg's. Je ne sais pas si tu as vu se passer ça. Ah oui, c'est vrai. C'est qui en a parlé? C'est toi qui en a parlé sur Twitter? C'est possible, mais ça m'a fait tellement rire comme information. Enfin, c'est dingue. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Microsoft veut vendre le Xbox Game Pass et veut que tout le monde soit abonné au Xbox Game Pass. Au point où ils ont annoncé un partenariat avec donc, le Kellogg's, la marque de céréales, pour qu'il y ait des boîtes de céréales en magasin. C'est Trésor, je crois, le nom du produit, le nom des céréales. Donc les Trésors de Kellogg's, dans la boîte, il y aura un petit code, alors je ne sais plus, de 1 mois, je crois, ou de 2 semaines. Une semaine. Une semaine, ok. Ouais. J'étais un peu trop généreux. En même temps, tu me diras, pour le prix d'une boîte de céréales, c'est peut-être logique. Franchement, ça le fait. Hein. Mais en tout cas, du coup, il y a une semaine. Notez au passage que si vous êtes déjà abonné au service, c'est quand même normalement possible d'ajouter le code et il vous rajoute la durée de l'abonnement à votre durée. Donc, si vous êtes déjà abonné pour 3 ans, par exemple, ça vous fait 3 ans et une semaine. C'est toujours ça de prix. Si vous êtes amateur de Trésor de Kellogg's, j'ai l'impression d'être dans une pub en fait quand je dis ça. Ben oui, mais c'est quand même un truc qui est tellement. C'est le truc what the fuck, quoi. Tu t'attends pas de trouver ton code de Xbox dans une boîte de céréales. Enfin, pas en France en tout cas. Oui, peut-être qu'aux États-Unis ça se fait régulièrement, mais. J'ai vraiment pensé à une blague au début. J'ai l'impression que les gens se moquaient déjà un peu du Game Pass pour le côté. Des fois, le côté ils le donnent vraiment à toutes les sauces, ils font que des promos tout le temps et un peu comme la Xbox d'ailleurs, qui est souvent bradée à des bas prix. Il y a un petit côté, un côté rigolo des fois la façon dont ils essaient de vendre absolument le truc. Et donc là, dans des paquets de céréales, c'est quand même. J'ai l'impression que c'est vraiment le niveau ultime pour donner son code, quoi. Bref, en tout cas, peut-être plus intéressant, c'est l'arrivée des nouveaux jeux dans le Game Pass pour PC ce mois-ci en particulier. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, il y a la F1 2018. Alors, est-ce que tu es un fan de Formule 1? Alors, je l'ai été, mais il y a plus de 20 ans. Hein. Moi, il y avait encore Alain Prost qui courait et Ayrton Senna. Ils se faisaient la guerre tous les deux. Donc, alors, tu vois, c'est vieux. Effectivement. Tu les connais même pas, ces deux messieurs. Non, si, de nom quand même. Quand même. Moi, je suis resté à Schumacher. Je crois que c'est le seul nom que je connais. D'accord, ouais. Je sais même pas si c'est de la Formule 1. Oui. Si, c'était la Formule 1, donc okay. C'est bon. En tout cas, donc il y a Formule 1 F1 2018 donc, qui a ajouté au Game Pass PC. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est toujours ça, c'est des jeux pour le coup qui sont typiquement PC. Il me semble, c'est comme Football Manager ou ce genre de licences. C'est des licences qui sont très très populaires sur PC auprès d'un certain public. Et donc je trouve ça très intéressant qu'ils aillent chercher les Football Manager. Non, mais du coup c'est intéressant. Je trouve qu'ils aillent chercher des trucs qui sont pas forcément très console en public. Ou hyper grand public en fait. Ils restent pas dans du Halo, dans du Gears et Forza quoi. Ils vont chercher un peu des trucs. J'ai l'impression qu'ils s'intéressent vraiment à ce que les gens aiment faire sur PC quoi. Ouais. Donc après il y a Minute et Lonely Mountain Downhill. Donc ça c'est deux petits jeux indés que je dois avouer ne pas connaître. D'accord. Donc pour peut-être repasser sur quelque chose d'un peu plus attendu en tout cas, c'est Outer Worlds, qui est alors c'est un RPG, c'est intéressant, c'est un RPG développé par Obsidian, donc un studio qui appartient aujourd'hui à Microsoft. Le développement du jeu avait commencé avant qu'il se fasse racheter, donc du coup c'est un jeu qui sort sur PlayStation et sur plusieurs plateformes. Mais il sort sur Xbox et PC. Et comme c'est une licence, comme c'est un studio Xbox, ils ont réussi à récupérer le fait qu'il soit au moins dans le Game Pass au même titre que les autres jeux Xbox.
les autres jeux Microsoft, ils sont dès le premier jour dans le Game Pass. Donc du coup, Outer Worlds, ça arrive dès le premier jour dans le Game Pass. Pour info, c'est une sorte de RPG. Si vous voyez Fallout New Vegas, c'est vraiment le même. Non, pas celui-là. Ou Fallout en général, mais en particulier New Vegas, c'est les mêmes développeurs. C'est un RPG dans un univers un peu qui ressemble à du post-apo, sauf que cette fois c'est avec plusieurs planètes, un peu SF. Et donc c'est un RPG à la première personne, donc ça s'annonce bien pour les fans de RPG et les fans de Fallout. Et alors les deux derniers jeux que je voulais mentionner, c'était Saints Row 4, donc c'est un jeu, au départ la licence Saints Row, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Alors à la base c'était une sorte de concurrent de GTA. Puis ils ont très rapidement compris que en fait leur marque de fabrique c'était de faire une sorte de GTA mais complètement débile. C'est vraiment, tu parlais de What the fuck tout à l'heure, là on est totalement dedans. Je crois que là je sais plus si tu joues pas le président des États-Unis, mais enfin bref, c'est très très barré comme humour. Ça va un peu dans tous les sens. Et donc là c'est le 4 qui sort sur le Game Pass. Et le dernier, c'est Stellaris, qui est un jeu beaucoup plus calme, par les créateurs de City Skyline. C'est un jeu de gestion. Si je ne me trompe pas, dans l'espace, tu gères une base. Ta planète, en fait. Enfin, tu gères un système de planétaire de plusieurs planètes, tu gères des vaisseaux, tu crées des. Voilà. C'est plus gestion que guerre normalement, même si c'est peut-être je pense que la comparaison c'est peut-être plus comme civilisation mais dans l'espace en gros. D'accord, ça marche. Donc c'est beaucoup de gestion mais un peu de conflit avec d'autres planètes, d'autres civilisations. En fait, on fait comment là avec le Game Pass, parce que tu passes ton temps à jouer, tu peux plus aller travailler. C'est fou ce truc. Non mais je trouve, c'est vrai que là ce qu'ils arrivent à faire, en tout cas, c'est pour l'instant de réussir à ajouter souvent des bons jeux, quoi. Enfin, des jeux qui sont intéressants. Il y a toujours au moins un jeu, je trouve, par mois pour le moment qui est intéressant à chaque fois quand ils font les ajouts. Je précise qu'il y a Sinner Sacrifice for Redemption qui, lui, quitte le Game Pass ce mois-ci. Donc ça, c'est ce qu'ils font aussi. Personnellement, je ne connais pas ce jeu. Moi non plus. Donc, et je m'en fous. Donc voilà, c'est pas forcément. Il n'y a qu'un seul jeu qui part, donc à la limite, c'est pas nouveau. Je pense que c'est pas mal s'ils arrivent à retenir. Mais c'est ça ce que j'allais te dire, parce qu'on voit beaucoup de jeux qui arrivent, mais on entend très peu de jeux qui partent. Souvent, c'est 1, 2 par mois, donc ils arrivent à garder quand même les contrats assez longtemps. Je trouve ça bien. En tout cas, il y en a plus qui arrivent que de jeux qui partent, ça c'est sûr. Donc c'est bien, le catalogue s'étoffe. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de bons jeux qui arrivent que de bons jeux qui repartent, surtout. C'est-à-dire qu'en général, c'est des jeux comme celui-là. Enfin voilà, j'en ai pas entendu parler. Après, ça se trouve, c'est un très bon jeu, j'en sais rien. Mais. De toute façon, on ne peut pas tous y jouer. Mais oui, effectivement, je pense pas que tu puisses jouer à tous les jeux du Game Pass. Mais c'est un peu comme Netflix pour le coup. Faut choisir. Faut réussir à choisir, mais c'est bien, au moins tu as le choix. Tu peux pas t'ennuyer, quoi, en tout cas. Ah non, si tu dis que tu t'ennuies, c'est que tu le fais exprès. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, tu n'as plus besoin d'avoir un budget jeu. Enfin, si tu joues qu'à la Xbox, à la limite, et même au PC, que tu as par exemple ton abonnement Ultimate, tu as des trucs à jouer tous les mois, tu n'as pas à trop réfléchir. Puis il faut avoir le temps, parce que le même jeu, moi je peux le faire tourner pendant 6 mois, c'est pas un problème. Voilà. Par contre, dans les bons jeux qui sont partis, il y a eu un moment, il y a eu Fallout 4 qui était sur la Xbox, dans le Game Pass, et il est sorti du Pass. Ouais. Donc moi je l'avais installé malheureusement quelques jours avant qu'il sorte, et j'ai commencé, j'ai voulu continuer, on m'a dit il est plus disponible, faut passer à la caisse. Dommage. Ouais, mais non, mais voilà. Bon, en plus, ce qui est bien, c'est de se dire que là, ils renforcent à coup de jeux tiers, mais que dès l'an prochain, il y aura les jeux des studios Xbox qu'ils ont rachetés. Enfin, à partir de quand Scarlett sortira, ça devrait en plus se renforcer. Je sais plus si on avait parlé de Flight Simulator dans l'émission récemment. Je sais qu'on a parlé sur le Slack, mais je sais pas. Allez, vas-y, t'en as quelques mots à dire? Qu'il arrive pour 2020, si je dis pas de bêtises? 2020, il est développé par les Français donc de Asobo, qui pour l'instant est toujours indépendant. On verra si ça reste, s'ils sont rachetés ou pas. Ils seront rangés par Microsoft? Parce qu'ils ont quand même l'habitude de travailler avec Microsoft depuis longtemps. Alors ils sont indépendants, mais ils ont l'habitude de travailler avec Microsoft. Et notamment, ils avaient développé un jeu pour HoloLens. Ils ont fait plusieurs produits pour Kinect, je crois. Enfin,
Ouais, ils ont vraiment l'habitude de travailler en plus sur les technologies un peu spécifiques de Microsoft. Donc là, eux, ils font Flight Simulator. Et il y a des journalistes qui ont déjà eu l'accès à la alpha, ou en tout cas qui ont eu l'occasion de faire une prise en main de la chose. Et je pense qu'on va pas en parler beaucoup plus dans le podcast, mais d'inviter les gens peut-être à aller chercher des images, parce que du coup, il est magnifiquement beau ce jeu. Ouais, mais il faut pas une machine de guerre pour le faire tourner, par contre? Alors, j'ai pas noté de caractéristiques. Je crois pas que ce soit annoncé pour le moment. Faut savoir que c'est surtout basé sur sur des photos, quoi. En fait, c'est littéralement, on se balade dans Google Earth, quoi. Pour ceux qui connaissent Ouais. ce service. L'appareil. Mais c'est vraiment, on a vraiment l'impression de se balader sur Terre, en fait, finalement. Et on a accès. Alors, je sais plus si dans l'alpha, ils avaient déjà accès à tout, mais on voit que tu auras accès quand même, j'ai l'impression, à la planète, quoi. Enfin, donc, je trouve ça assez fou comme projet. On sait pas du tout quand ça sort. Je crois pour l'instant, il s'appelle Microsoft Flight Simulator 2020. Donc, ça laisse imaginer que c'est l'an prochain, mais on n'a vraiment pas d'idée. Et je crois pas que. Si, voilà, il est annoncé quand même pour Xbox One, mais je trouve ça assez fou l'idée que ça puisse tourner sur Xbox One, personnellement. Bah, ils connaissent le matériel, ils peuvent l'optimiser pour le matériel. Ce sera peut-être une version portée pour la Xbox One. À voir. Voilà. Allez, une dernière info, Cassim. Alors, on en a parlé tout à l'heure avant d'attaquer ce podcast. Tu m'as appris qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité qui venait d'arriver sur la Xbox et sur Windows 10. C'est le App and Games Limits. App and Game Limits, plutôt. Voilà. Alors, c'est un service qui vient se rajouter au compte famille, finalement, que vous pouviez avoir avec votre compte Microsoft, tout simplement, et qui vous permettait d'être informé de ce que faisaient vos enfants. Donc, les enfants dans votre compte famille, vous pouvez mettre une limite par exemple, de 1 heure, 2 heures, 3 heures d'écran par jour. Vous pouvez choisir des heures, par exemple, entre 9h et 19h, les écrans sont autorisés, puis entre-temps, dès qu'ils se connectent, ça leur dit non, vous êtes en dehors du temps, donc ça marche pas. Et là, Cassim, donc il y a une nouveauté qui est arrivée, qui vient se greffer à ce compte famille, c'est donc ce fameux App and Game Limits. J'ai du mal à le dire ce soir. Alors, en quoi ça consiste ? Comme le nom l'indique, ça permet de définir une limite pour application par application ou jeu par jeu. Donc ça ne se limite pas qu'à la Xbox. Donc par exemple, tu peux dire mes enfants, ils ont le droit qu'à 2 heures de Netflix par semaine. Donc je vais régler Netflix sur 2 heures. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais bon, faut bien laisser la ligne pour quand papa il regarde Netflix. Pour les parents, pour regarder The Good Place. Exactement. Tous les vendredis. Saison 4. Exactement. Tous les vendredis. Et donc, tu règles la limite. Et ce qui est très intéressant, et ça va très bien avec la stratégie de Microsoft, c'est que cette limite, en fait, elle s'applique à la Xbox One, mais elle s'applique aussi à Windows 10 et à Android. Alors, Android avec le Microsoft Launcher. Donc, j'imagine que c'est le but étant que c'est le Microsoft Launcher qui te définit si tu peux lancer ou non une application. Mais du coup, je trouve ça vraiment intéressant. L'interface a l'air vraiment bien faite. Et effectivement, voilà, tu peux vraiment régler jeu par jeu, application par application, service par service, le temps limite. Tu peux dire que certaines applications, par exemple, sont totalement illimitées. Par exemple, si c'est des applications interdites, oui. ou totalement interdites ou totalement autorisées selon. Il donne le cas d'une application autorisée dans le cas où, par exemple, c'est une application nécessaire pour les devoirs à la maison. Et on sait que Netflix, par exemple, c'est ultra utile pour faire les devoirs à la maison. Ou pour ne pas les faire plutôt, je sais pas. À chacun de voir, en fait. Chacun aura sa réponse. Ok. Effectivement, moi je trouve que c'est une très bonne application, Cassim. Je pense que je vais la tester là. Il y en a qui vont la subir cette semaine, voir sur les 15 jours qui arrivent. Je crois qu'ils vont te bénir. Tant pis pour eux. Mais vraiment, ouais, non, l'interface telle qu'il la présente sur l'interface de gestion de compte Microsoft, elle est vraiment intéressante parce que tu peux vraiment régler assez finement combien de temps ils peuvent y jouer et sur quelle tranche horaire. Et tu as un rapport de la dernière semaine, des usages en fait sur la dernière semaine, quoi. Donc alors ça, c'est ce qui était déjà avec le compte famille, ça. D'accord, mais c'est vraiment pratique, je trouve. Enfin, ça a l'air vraiment pratique. Ok. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette semaine d'actualité qui était quand même relativement légère après la grosse conférence qu'on a eue la semaine dernière. On peut pas avoir. Donc, merci Cassim de m'avoir accompagné.
C'était un grand plaisir. Écoute, on salue tous nos camarades qui n'étaient pas présents ce soir pour diverses raisons. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 164, qui sera sûrement un petit peu plus rempli d'actualité. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur la qualité sonore. Je suis preneur pour voir les différents réglages que je mets en place. Donc, dites-nous si c'est meilleur, si c'est moins bon. Alors, et précisez si c'est dans la version audio ou la version vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos retours sur le site lifetile.fr, donc sur l'épisode 163, sur la chaîne youtube.lifetile.fr, je m'y perds, il y a trop d'adresses, Cassim. Ou sinon, tout simplement, sur le compte Twitter de Lifetile, at Lifetile Podcast. Voilà, Cassim, encore merci, à bientôt, passe une bonne semaine. Toi et puis merci à vous, et à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao. Salut.